Bonsoir tout le monde, je suis vraiment ravie de passer ce moment avec vous. Et voilà, on a un super programme, donc je ne vais pas trop traîner. Je vais essayer de tout caser en 1 heure. Je vais vous repartager l'écran. Donc il y avait beaucoup plus d'inscrits, mais je pense que beaucoup de gens le regarderont en replay. Ça va, il fait beau chez vous? Super. Ah bon. Allez, bah, c'est parti. Donc, je vous partage l'écran de nouveau. Hop. Voilà. Je vais couper les micros des personnes, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit qui court-circuite. Voilà, normalement, c'est bon. Mieux se connaître pour mieux accompagner. Vous avez vu, j'ai rajouté le S parce que c'est aussi pour mieux s'accompagner soi-même. Et l'idée, c'est que vous puissiez avoir des outils, quand bien même j'accompagne essentiellement des personnes qui sont déjà dans thérapeute ou qui ont une activité dans la relation d'aide ou accompagnant. Et il y a aussi des personnes qui me contactent pour, voilà, qui ne sont pas forcément dans une démarche professionnelle, mais s'écouter, c'est primordial et ça permet d'être bien déjà soi-même, mais aussi dans sa vie avec les relations que nous construisons chaque jour. Donc, c'était pour moi important d'inclure plus largement. C'est pour ça que j'ai rajouté ce petit S. C'est aussi pour mieux s'accompagner soi-même. Notre programme pour cette heure. On va parler des émotions. C'était le sous-titre aussi de cette masterclass. Comment mettre nos émotions au service de notre développement personnel. On va essayer de mettre en perspective les émotions et le développement personnel. Quels sont les enjeux, quelles sont les relations entre ces deux sujets. On va essayer aussi de comprendre la nature des émotions et on va voir que c'est parce qu'on comprend la nature des émotions qu'on peut s'en servir et qu'on ne soit pas à leur service. On va revenir sur cette notion un petit peu plus tard. On prendra des petits exemples concrets sur les différents types d'émotions. Après, je vous parlerai de ce qui est nécessaire pour bien se connaître et qui, du coup, va vous permettre de mieux accompagner ou mieux vous accompagner sur ce chemin de vie. On va faire un petit exercice pratique pour voilà, essayer d'expérimenter aussi le calme ensemble, en direct. Et puis, je terminerai avec le programme sur lequel j'ai travaillé ces 6 derniers mois et qui est enfin disponible et qui va vous permettre, je pense, de pouvoir avancer sur ce chemin avec l'approche que je vous propose et qui rejoint qui est un carrefour en fait entre la psychothérapie de l'approche centrée sur la personne, qui est une psychothérapie du courant humaniste qui a été créée par Carl Rogers, et puis l'Ayurveda. Voilà, vous savez, la plupart d'entre vous savent que je fais partie de l'équipe de Sattva Ayurveda avec Kevin, et donc je vis en Inde et voilà, je dédie ma vie à l'Ayurveda et pas forcément sur les soins techniques de massage ou je ne suis pas médecin non plus, mais vous savez qu'en Ayurveda, il y a tout un pendant de psychothérapie qu'on appelle Sattva Vijaya Chikitsa, le traitement pour garder l'esprit en sattva. Et en fait, en découvrant l'Ayurveda, je me suis vraiment rendu compte des points communs qu'il y avait avec cette approche centrée sur la personne qu'avait créée Carl Rogers. Et comme je suis voilà, animée par ces deux courants fortement, eh bien, c'est pour moi l'occasion de vous montrer à travers ce programme comment je combine les deux pour vous permettre d'avoir un esprit plus calme, mais aussi des éléments pour bien vous connaître, pour comprendre vraiment quelle est la nature des émotions et des mouvements qui vous traversent. On va commencer avec la première partie, les émotions. Alors, quelle relation avec le développement personnel? Ça, c'est une photo de la Normandie. J'y ai passé quelques temps quand je suis rentrée d'Inde à cause du Covid et j'y ai passé 6 mois, 5-6 mois. C'était un endroit superbe et j'étais à la Pointe d'Agon pour les personnes qui connaissent, c'est dans la Manche. Je vous l'ai mise parce que je me suis rendu compte pendant cette période où j'ai reçu aussi des personnes en cabinet chez moi, voilà, à domicile. Je me suis rendu compte que dans cette période, on avait été très, très isolés, toutes et tous. C'était une période compliquée et que finalement, on a été mis face à soi-même et qu'il y a eu, ce que j'ai pu remarquer, deux types de réactions. La première, c'est
qui est la plus malheureuse, c'est qu'on se laisse envahir par les émotions destructrices. Et bien souvent, d'ailleurs, on a pu enregistrer un pic de violence conjugale, par exemple, pendant cette période-là. Donc, c'est vrai que voilà, se retrouver face à soi-même, couper du monde, couper des ressources qui nous faisaient du bien, de voir la famille, les amis, sortir au restaurant, au cinéma, etc. On n'avait plus tout ça, donc on était vraiment face à soi-même. Et donc, soit on y plongeait dans des émotions destructrices, soit des personnes et c'était la plupart des personnes que j'ai rencontrées, ça m'a remonté un peu le moral, les personnes se sont saisies finalement de cette période pour faire un travail sur elles et peut-être même investir des domaines qu'elles n'auraient pas forcément investis, comme la méditation, ou le yoga ou la psychothérapie. Et voilà, donc c'était pour moi une image qui symbolisait finalement cette période où moi, ben voilà, j'étais là-bas, il y avait plein d'espace, la nature, et c'était vraiment une période où j'ai pu aussi me retrouver. Et c'était pendant cette période que j'ai pensé le programme Bien avec soi dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais que ce soit personnellement ou autour de nous. Il y a une étude qui a été faite par Santé publique France en avril 2021, donc assez récemment, post-Covid, et qui montre qu'il y a 22% des Français seulement, des Français, qui souffrent d'un état dépressif et 22% qui souffrent d'un état anxieux. Il y avait une autre enquête aussi qui montrait qu'il y avait un Français sur deux qui se disait très stressé ou assez stressé. Donc, ce sont des chiffres malheureusement énormes, mais qui montrent à quel point cette problématique du mental, de l'harmonie, de vivre bien, nous concerne toutes et tous, directement ou indirectement. La première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que ça ne sert à rien de vivre à 100 à l'heure. Et vivre à 100 à l'heure, ce n'est pas vivre à 100%. Et que bien souvent, dans les accompagnements que je rencontre, c'est beaucoup de personnes qui sont submergées de choses, de responsabilités, d'activités, et que c'est difficile de ralentir. Et ça, pour les personnes qui connaissent un petit peu l'Ayurveda, on peut le ramener au Guna Rajas. Et la deuxième tendance, c'est que vivre sereinement, c'est pas fuir ses responsabilités, c'est-à-dire c'est pas non plus être complètement en retrait et puis se délaisser tout ce qu'on doit faire. Et là, on est plutôt dans le guna tamas. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des gunas en Ayurveda, du lien avec la psychologie, mais en gros, Rajas, c'est l'hyperactivité. C'est l'idée que je dois faire les choses, que je porte la responsabilité du monde. Même parfois, on a envie de changer le monde quand on est beaucoup en Rajas. Et puis, à l'inverse, Tamas, c'est une énergie vraiment d'inertie, d'ignorance, où on se renferme sur soi-même. Et ce qu'on veut, nous, c'est ni Rajas ni Tamas, c'est être en Sattva. Et Sattva, c'est voir les choses telles qu'elles sont, avec clarté, avec sérénité, avec joie. Donc, c'est vraiment vers Sattva qu'on veut tendre. Et quand on parle de développement personnel, de quoi on parle? On va parler d'être heureux, d'être soi-même, être vraiment soi-même. C'est ça qu'on cherche dans le développement personnel. On cherche à avoir des relations harmonieuses, on cherche à s'ancrer dans l'instant présent. Et on cherche à avoir confiance en soi, mais aussi en la vie. Pour moi, la confiance, c'est en soi, voilà, s'il y a besoin de renarcissiser un petit peu, mais ça doit aboutir à la confiance en la vie, au final. Et puis, c'est exprimer sa créativité, quels que soient les moyens que vous avez pour ça, que ce soit dans votre rôle de parent, ou dans votre travail, ou dans le bénévolat que vous faites, ou dans la musique. La créativité, ce n'est pas forcément artistique, mais c'est exprimer, mettre au service vos dons pour l'autre, voilà, pour tout ce qui vous entoure, pour l'environnement aussi, prendre soin des plantes, voilà, c'est ça, exprimer sa créativité. Et donc, vous voyez bien que quand on parle de se développer, ce n'est pas se contrôler. Vous voyez la différence? Se développer, ce n'est pas se contrôler. Et bien souvent, et c'est en ça que souvent je me vois vraiment à contre-courant un peu des courants thérapeutiques où on va chercher parfois dans les thérapies brèves à vouloir changer, à vouloir axer sur tel résultat. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais c'est juste pour vous montrer que moi, mon approche, elle est autre, elle est un petit peu plus en amont. On ne va pas chercher à atteindre un résultat.
On ne va pas chercher à contrôler, on va chercher à se développer. Finalement, on pourrait comparer ça à une plante, à une fleur. Vous pouvez planter une graine, mais vous ne pourrez jamais tirer sur les pétales pour qu'elle s'ouvre. Vous ne pourrez jamais savoir d'avance quelle forme elle va prendre. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place toutes les conditions favorables pour favoriser son bon développement. C'est la même chose avec vous. C'est la même chose. Vous êtes une plante. Vous ne savez pas ce que vous allez devenir demain. Qui sait ce qui va se passer demain? Personne. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à vous connaître et savoir si vous avez besoin plutôt un peu plus d'eau, un peu plus de lumière, un peu plus d'activité, hein, et comme ça d'apporter les meilleures conditions qui vont vous permettre de vous épanouir. C'est ça l'approche que je propose. J'ai regardé dans le dictionnaire, c'est des choses que j'aime bien faire, développer, j'ai trouvé que c'était faire qu'un être se transforme. Effectivement, quand on se développe, eh bien, on se transforme et on veut se transformer dans le bon sens. Et j'ai trouvé une autre définition juste en dessous, c'était Wikipédia, hein, dégager une chose de ce qui l'enveloppe, ce qui semble assez logique. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, c'est votre être. Donc, dégagez votre être dans ce qui l'enveloppe. Et ce qui l'enveloppe, c'est bien souvent les limites, les croyances, les idées, les mémoires du passé. Hein, donc, c'est intéressant cette idée du développement, c'est dégager votre être et le libérer de ce qui le limite. Et finalement, je trouvais ça intéressant de dire que le développement personnel, c'est bon, d'être en salle, mais on pourrait parler surtout de dépouillement personnel. Parce que c'est se dépouiller de ce qui nous encombre, de ce qui nous restreint, pour pouvoir vraiment laisser tout votre être se déployer comme les pétales d'une fleur qui s'ouvrent largement. Ça, c'était la première partie sur le lien entre le développement personnel et les émotions. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet des émotions. Ça va tout le monde? Super. Alors, cette palette d'émotions. Moi, je les vois, les émotions, comme des couleurs sur une palette du peintre. Qu'est-ce que c'est une émotion? Les émotions, c'est la vie. D'ailleurs, émotion, ça veut dire étymologiquement en mouvement. Et ce qui est en mouvement, c'est vivant. Donc, les émotions, c'est la vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas les renier. Elles sont la vie, donc elles sont belles par définition. Elles sont la manifestation de la vie. Quand vous serez mort, vous n'aurez plus d'émotions. Vous êtes vivant, c'est une bonne chose. Vous avez des émotions. Les émotions, elles vous permettent de rentrer en relation. On va revenir plusieurs fois sur ce sujet. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est ce qui va faire réaction entre ma perception et quelque chose, ou quelqu'un, ou un environnement. Donc, vous voyez bien qu'en ce sens-là, l'émotion, elle est vraiment là pour vous mettre en relation avec ce qui vous entoure. Donc, elle est vitale. Elle est incontrôlable. Et ça, vous le savez d'expérience. D'ailleurs, bien souvent, et les personnes qui viennent me voir, elles veulent essayer de contrôler les émotions. Elles me disent, mais moi, j'en peux plus, je suis hyper sensible, toutes ces émotions, je voudrais les calmer, je voudrais les enfouir, qu'elles me pourrissent pas la vie. Mais en fait, on ne peut pas contrôler les émotions, parce que c'est la vie par définition. Et donc, vous ne pouvez pas maîtriser ça quand ça vient. Mais on va voir qu'on peut changer la relation aux émotions. Les émotions, elles sont aussi subjectives. Il n'y a pas une émotion qui est ressentie de la même manière ou qui s'exprime de la même manière d'une personne à une autre. Il n'y a pas une situation qui vient faire naître une seule émotion. Donc, tout ça est très subjectif et il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas, dans une situation, on peut avoir peur et finalement, le voisin n'aura pas peur dans cette même situation. Donc, il y a tout un bagage de notre histoire, etc., qui vient là-dedans. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous reteniez, c'est que l'émotion, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste à l'instant présent. Elle est juste à l'instant T où elle se manifeste. Hein? Si je suis en colère parce que, je ne sais pas, mon voisin met la musique à fond dans son appartement, j'ai cette colère et ça ne veut pas dire que je ne devrais pas me mettre en colère. Cette colère, elle se manifeste présentement. Et si moi, j'ai l'idée
que non, je ne devrais pas être en colère, je fais de la méditation, je ne devrais jamais être en colère. Alors, je vais mettre la colère de côté et là, on va voir qu'on crée une incongruence, on va voir ce mot plus tard. Et finalement, on n'est pas avec la vérité, qui est que finalement, oui, cette situation, elle me met en colère. Donc, il n'y a pas à rejeter l'émotion, il n'y a pas à la juger. Et l'autre élément très important, c'est que l'émotion, elle est impermanente. Et ça, vous le savez, en Ayurveda, on parle des 5 éléments, l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et ces 5 éléments, ils sont impermanents par définition. Tout change autour de nous. Vous changez. Vous avez l'impression que vous êtes ce corps, que vous êtes ce mental, mais votre corps, il n'était même pas le même hier. Il est encore différent aujourd'hui. Et on peut parler même des années précédentes. Je vois Patricia qui rit. Donc, c'est vrai, il n'y a pas une chose qui est permanente dans la matière. Donc, les émotions, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des émotions. C'est le mouvement. Donc, elles sont impermanentes. Et ça, c'est bien de le savoir parce que, bien souvent, quand on sent une émotion désagréable, on a envie de s'en débarrasser parce qu'on a l'impression qu'elle dure, qu'elle ne va jamais nous quitter. Mais en s'ancrant dans cette compréhension, on peut se rappeler si tout est impermanent et tout passe. Et là, c'est plus facile déjà de rentrer en relation avec l'émotion parce qu'on sait qu'elle n'est pas permanente et qu'elle va passer. Donc, si je sais qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise et qu'en plus elle va passer, voilà, je prends l'émotion avec un peu moins de sérieux. C'est plus tranquille. Ça commence à être plus tranquille. Je ne peux pas choisir la nature de mes émotions. Ça, c'est les 3 choses que je voudrais que vous reteniez. On l'a vu, les émotions, elles sont spontanées, c'est l'expression du vivant. Le rôle des émotions, c'est de me mettre en relation avec mon environnement, avec les personnes autour de moi, et je peux comprendre leur nature et donc leur donner moins d'impact, moins de pouvoir. Ça va? Je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà, à tout de suite. Yeah. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris. On est comme ces chats quand on lutte contre soi-même. Les émotions, elles ne sont pas nos ennemis. Elles sont ce qui émane de nous. Et finalement, quand on ne comprend pas leur nature, on est comme ce chat. On voit le reflet de l'émotion désagréable, que ce soit la peur, la colère. Et puis, on lutte contre, quoi. On ne veut pas qu'elle soit là. C'est dangereux et on n'y va pas. Donc, cette situation, elle semble un peu triste quand on regarde ce chat. On se dit, oh, le pauvre, mais s'il savait, c'est que lui, c'est que son reflet. Il n'y a rien de grave. Il ne va rien se passer. C'est la même chose avec nous. Il ne va rien se passer si vous vivez des émotions. Ce qui crée la difficulté, c'est la résistance à l'émotion. Est-ce qu'on peut gérer une émotion? J'ai utilisé ce mot parce qu'on le voit partout, gestion des émotions, gérer vos émotions, contrôler vos émotions. À partir du moment où on a compris que l'émotion est spontanée, qu'elle elle se manifeste par rapport à des circonstances, des croyances, une éducation, elle ne peut pas se contrôler. Donc, on ne peut pas parler de gestion. Mais on peut parler de gestion du comportement. Et ça, c'est différent. Vous voyez, la définition de l'émotion et la définition de l'intelligence émotionnelle, c'est 2 choses différentes. L'émotion, vous ne pouvez pas la contrôler. L'intelligence émotionnelle, c'est la rationalisation de l'émotion. C'est votre cerveau qui va traiter l'émotion et qui va vous permettre d'adapter vos paroles et vos actes en fonction de la situation. Donc non, vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, mais vous pouvez apprendre à développer votre intelligence émotionnelle. Et ça veut dire quoi? C'est déjà apprendre à prendre contact avec ces émotions, avec vos émotions. Apprendre ensuite à les accueillir, à ne pas les juger.
moins vous les jugerez, plus elles pourront se montrer à vous telles qu'elles sont et pas de manière déguisée. Vous pouvez apprendre à les communiquer, à poser des mots dessus, à oser enfin être vous-même. Et vous pouvez aussi agir sur votre environnement. Je vais passer un petit peu plus de temps sur ce dernier terme pour que vous compreniez. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas contrôler les émotions, mais que les émotions, elles sont là pour vous mettre en relation avec l'environnement. Donc, vous pouvez agir sur votre environnement pour créer des émotions qui sont plutôt positives. Vous voyez? Et ça, c'est des choses vraiment basiques, qui est de prendre soin de ses relations autour de soi, de ne pas aller dans des discussions qui mènent au conflit. Et il ne s'agit pas de fuir, hein, il s'agit de choisir. Choisir. Prenez soin de votre intérieur, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation. Hein, on va voir un petit peu tout ça plus tard. Donc, c'est ça, agir sur votre environnement. C'est mettre en place ce qu'il faut autour de vous pour pouvoir émettre des émotions en relation avec cet environnement qui sont positives. Hein. Alors, on va parler des émotions positives et négatives, mais voilà, pour que vous compreniez que oui, vous ne pouvez pas contrôler les émotions, mais vous pouvez mettre en place un environnement autour de vous qui va vous permettre de vivre des émotions qui sont agréables, qui sont facilitantes pour votre développement personnel. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui se passe en thérapie. Quand j'accompagne les personnes, la première fois, voilà, il y a un contexte. Souvent, on dit que c'est l'extérieur qui est la cause de notre malaise. Et puis, petit à petit, on comprend que non, ça vient de soi-même. Et que finalement, voilà, on peut bouger des choses dans sa posture. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? L'environnement se libère, change avec la personne de manière assez naturelle. Je vois Audrey qui pose une question, alors je vais te donner la parole. Hop. Oui, merci Rachel. Donc du coup, si je comprends bien, quand tu parles des émotions par rapport à son extérieur, c'est que parfois quand on a une émotion, ça veut nous dire également qu'il faudrait peut-être modifier notre comportement face à la situation? Quand tu as une émotion par rapport à une situation extérieure? Oui, par exemple, voilà, C'est un exemple. Ouais, par exemple, je suis en colère, tu vois, et j'ai une boule à la gorge. Oui. Donc ça, c'est mon émotion, hein, j'écoute mon corps qui se met voilà, au niveau de la gorge. Et du coup, si je comprends bien par rapport à l'extérieur, ça voudrait dire, elle veut peut-être me dire, bah, modifie ton comportement face à la situation. Ça peut être ça aussi quand tu parles de l'extérieur? Oui, c'est ça. D'accord. L'émotion, elle vient, on va le voir un petit peu plus loin avec notamment l'émotion de la peur, elle est là pour te donner un signal qu'il y a quelque chose là dans l'environnement qui fait émerger de la peur. Et c'est en ça, elle est super ta question, parce que du coup, ça illustre bien, vous voyez, à quel point l'émotion, elle est à mon service. Hein, elle vient me dire, non, mais là, il y a un truc qui ne me va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour réajuster l'environnement? D'accord, merci. Ouais, merci Audrey. Voilà, donc l'intelligence émotionnelle. Alors, comment prendre soin de ces émotions? Comment les soigner quand il y a des émotions qui sont un peu difficiles à vivre? Eh bien, vous avez plein d'outils pour ça. La première des choses, c'est l'hygiène de vie. Je pourrais passer des heures sur cette slide, mais voilà, je vais juste vous énumérer des choses. Et puis, de toute façon, c'est des choses que j'aborde régulièrement et plus précisément, soit dans des ateliers ou des conférences comme ce soir. L'hygiène de vie, et ça, vraiment, l'Ayurveda nous aide beaucoup pour ça. Elle vous apprend à connaître votre constitution. Et donc, chacun a une constitution différente. Vous soyez peut-être Vata, Pitta, Pitta, Vata, Kapha, Pitta, Kapha, peu importe. À partir du moment où vous comprenez comment votre corps fonctionne, vous pouvez lui apporter ce qui est bon pour lui. Hein. Je reprends l'exemple de cette fleur. Hein, les roses ne vont pas avoir besoin d'autant d'eau qu'une petite pâquerette. Donc, tout ça, c'est important de connaître pour que vous puissiez adapter votre alimentation, vos activités, que vous puissiez adapter votre rythme de vie.
Les personnes qui ont une constitution Vata, il va falloir avoir voilà, une discipline pour pouvoir s'ancrer vraiment dans un rythme, pour ne pas partir dans tous les sens. Les personnes Kapha, à l'inverse, il va falloir un peu casser ce rythme, parce que sinon, ben, voilà, elles sont stuck, quoi. Elles ne bougent pas, elles ont du mal un peu à sortir de leur zone de confort. Et donc, voilà, chaque chose est différente. Et cette compréhension, elle est géniale parce que ça montre qu'il n'y a pas un remède pour une personne. Et ça vous pousse à vraiment rentrer en vous-même pour apprendre à vous connaître. Et voilà, c'est ça la connaissance de soi aussi. Apprendre à vous connaître pour vous, mais aussi apprendre à connaître les autres. Parce que plus vous comprendrez les autres et plus vous pourrez adapter vos réactions. Et ça parle de l'intelligence émotionnelle. La relaxation, évidemment, ça on l'a vu, l'anxiété, le stress, ça crée des états de tension, de stress chronique, je parle, et on a besoin de se relaxer. On est trop stimulé dans notre société aujourd'hui, trop d'informations, trop d'images, ça va être trop vite, et on n'arrête plus, on est pris comme le hamster qui tourne dans sa cage. Il faut arrêter ça, pas tout le temps, mais quelques minutes par jour. Apprenez à arrêter. C'est des choses qu'on savait faire tout petit, mais qu'on a perdu. Et si vous n'y revenez pas, si vous ne mettez pas votre énergie là-dedans, vous allez vous faire manger par la vie, pas par la vie, mais par les activités, par le rajas. Et après, vous allez vous épuiser et vous allez tomber en tamas. Donc l'hyperactivité, à la dépression, ça on comprend. Le burn-out, et en même temps, on arrive à la dépression. C'est des schémas qu'on connaît. Donc, c'est important. La relaxation, ce n'est pas juste un petit trip comme ça pour voir. Non, ça doit être votre hygiène de vie. Allongez-vous 10 minutes par jour en savasana, mais installez-vous des temps de pause. Et quand vous avez l'esprit calme, vous pouvez rentrer dans la méditation. Et là, vous découvrez un autre espace qui s'ouvre. Un espace de silence, un espace neutre, un espace où la vie se déploie et dans lequel vous pouvez sentir que vous pouvez exister sans vos pensées. Et ça, c'est génial. Donc, la relaxation et ensuite la méditation. Et puis ensuite, si des choses apparaissent un petit peu difficiles, des choses du passé, des mémoires, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose là à libérer, vous avez la psychothérapie qui peut vous aider aussi à trouver un espace pour déposer ce qui doit être déposé, pour écouter ce qui doit être écouté. Et bien souvent, l'écoute d'une autre personne, neutre et bienveillante, va vous permettre vraiment de poser ce qui doit être déposé et d'apporter de la clarté là-dedans. Et du coup, de vous libérer. Je vais vous parler de la contagion émotionnelle et je vais vous montrer cette petite vidéo. Voilà, vous avez compris le message. C'était un petit gif voilà, que j'avais trouvé il y a quelques années et je trouve ça super. Vous avez une responsabilité par rapport, pas à vos émotions, comme on l'a vu, mais par rapport à ce que vous dégagez. Il ne s'agit pas de se dire « je ne dois pas être déprimée, je ne dois pas être de mauvaise humeur », parce que là, vous mettez de côté. Mais si vous sentez ces négativités en vous, occupez-vous-en. C'est ça que je veux dire. Parce que ça va vous permettre de nettoyer un petit peu ce qu'il faut nettoyer et de retrouver la joie. Et parce que tout ce travail que vous allez faire, ce rayonnement, mais vous allez en profiter à 200%. Et les autres aussi autour de vous vont en profiter. Vous voyez, comme vous avez envie d'être en compagnie, des personnes qui sont souriantes, voilà, qui mordent la vie à pleines dents, qui ne se plaignent pas, ça fait du bien. C'est thérapeutique. La bonne compagnie, c'est thérapeutique. Et donc, soyez aussi une bonne compagnie pour vous et pour les autres, surtout si vous êtes thérapeute ou coach ou dans l'accompagnement. Les émotions, elles ont un impact sur nos pensées, nos comportements et nos actions. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est d'autant plus important d'en prendre soin à la source, de les soigner. On va passer à la troisième partie où on va parler des émotions. Et là, ça va rejoindre un peu la question qu'a posée Audrey sur comprendre le langage des émotions. On l'a vu, les émotions, elles nous aident à être en relation, à répondre à nos besoins, à nous rendre plus heureux et à rendre l'autre plus heureux. Les émotions, elles sont au service
de nous, et ce n'est pas l'inverse. J'ai fait une petite erreur, pardon. Elles sont à notre service, et ce n'est pas l'inverse. Elles sont là pour nous servir l'autre, mais ce n'est pas les émotions qui doivent nous aliéner. Hein, vous voyez la différence? Il ne faut pas se laisser dominer par les émotions. C'est vraiment changer la manière de voir les choses. Et la preuve, elles sont à nos services, c'est qu'il y a des émotions, voilà, c'est des choses que vous pouvez trouver, c'est un petit peu partout, les émotions. Moi, j'ai changé négative, positive par agréable. Ah ben, je me suis trompée encore, j'étais un peu speed ce matin. Émotion désagréable, pardon, colère, peur, tristesse, et émotion agréable, la joie, hein, vous avez compris l'erreur. Et donc, dans les émotions désagréables, il y en a 3 grandes catégories, la colère, la peur et la tristesse. Et l'émotion agréable, eh bien, c'est la joie. Après, il y a des sous-catégories, bien sûr, hein, la frustration, la haine, la jalousie. Voilà, il n'y a pas juste 4 émotions, il y a plein de palettes, ça se décline en différentes sous-émotions. Mais grosso modo, on peut parler de ces 4 émotions. Et si vous rentrez dans la colère, qu'est-ce qu'elle vient dire, la colère? Elle vient dire, j'ai besoin que mes valeurs-là soient respectées. Dans la peur, et ça reprend ce que nous a partagé Audrey, voilà ce qui pourrait arriver si je ne réagis pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir modifier mon environnement et revenir à un équilibre, hein? Et la tristesse, bien souvent, c'est une émotion qui vient vous dire quelque chose se termine et je suis prête à tourner la page. Et si vous regardez ça, les 3 émotions, elles sont là pourquoi? Pour vous ramener à la joie, pour vous ramener à l'équilibre. Donc, vous voyez, elles sont là vraiment à votre service. Audrey, tu as une autre question? Ou j'y ai répondu? Non, ça va? Je continue. Non, excuse-moi, j'ai pas baissé ma main, pardon. Pardon. Attends, je la baisse. Voilà, non, j'en ai plus, merci. T'en prie. Que se passe-t-il lorsque je n'accueille pas mes émotions? Alors là, on va rentrer un petit peu dans le sens inverse. Si je n'accueille pas mes émotions, je crée un écart entre ce que je ressens, c'est un peu complexe, mais vous allez comprendre, entre ce que je ressens et ce que je laisse percevoir de l'autre, de l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incongruence. Par exemple, si je vous dis non, je ne suis pas triste, ça va, tout va bien. Bon, voilà. Vous voyez, ça, c'est ça l'incongruence. Vous voyez bien, mais non, dis-moi, il y a un truc qui ne va pas. Je le vois sur ton visage. 80% de la communication est non verbale. Et si vous dites non, mais ça va, eh ben, vous n'êtes pas du tout en accord avec ce que vous ressentez. Et l'autre, il n'est pas bête, hein, il le perçoit très vite. Et ça crée vraiment de l'insécurité dans la relation, vraiment. Quand vous vous sentez bien avec une personne, c'est que vous sentez qu'elle est transparente, parce que vous sentez qu'elle ne va pas vous jouer des tours, parce que vous sentez que quand quelque chose ne va pas aller, elle va vous le dire et qu'elle va y mettre la forme. Parce que si c'est quelqu'un qui va vous le dire en vous rentrant dedans, ça vous met aussi en insécurité. Mais quelqu'un qui est assez à l'aise avec ce qu'elle ressent et qu'elle est OK du coup pour le communiquer, c'est ça qui va vous permettre de vous sentir en confiance avec elle. Si je n'accueille pas mes émotions, vous allez me dire, mais pourquoi je n'accueille pas mes émotions? Ça nous vient d'où ça? Ça nous vient de l'enfance. Parce que petit, on vous a dit, non, tu ne sois pas triste, il ne faut pas pleurer, la vie, elle est belle, il ne faut pas être triste. Et du coup, vous avez imprimé ça, vous. Mais c'est vos parents qui vous ont dit ça et vous voulez que vos parents ils vous aiment. Donc, quand vous sentez la tristesse, vous dites non, toi, tu dégages, je ne veux pas te voir. Sauf que la tristesse, elle est là quand même. Hein. Et donc, plus elle est mise de côté et plus il y a un écart qui se crée entre la tristesse qui est là et vous, ce que vous en acceptez, ce que vous en accueillez. Et c'est ça qui crée un écart entre ce que vous êtes véritablement et l'idée que vous voulez avoir de vous-même, ce qu'on appelle le moi idéal. Hein. Et donc, bien souvent, la souffrance, elle vient du fait que je ne suis pas comme je voudrais, je ne suis pas comme telle ou telle personne. Et on est toujours comme ça dans cette course d'insatisfaction, alors que finalement, la véritable thérapie, c'est de revenir à qui vous êtes, à reprendre contact avec ça et à aimer ça.
et être OK avec ça. Et là, vous vous sentez pleinement vivant. Vous vous sentez plus divisé. Donc, c'est ça, on ne nie plus son propre ressenti. Et quelque part, si on continue à nier, eh bien, on arrive parfois, malheureusement, à des maladies. La maladie, on pourrait dire que c'est du mal à dire. Donc, voilà, c'est ça la congruence, c'est quand je vois rouge et que je dis bleu, quand je vois vert et que je dis jaune. C'est ça l'incongruence. Mieux se connaître pour mieux accompagner ou s'accompagner. Et donc là, on rentre dans l'une des dernières parties. Quel est le rôle du thérapeute, du coach, de l'aidant, de l'accompagnant? C'est de ramener la personne à son état de congruence. Maintenant, vous comprenez ce qu'est la congruence. C'est installer un climat de sécurité, parce que c'est parce qu'il va y avoir ce climat de sécurité que la personne, elle va pouvoir s'ouvrir. Et donc, du coup, revenir à elle-même. Parce que cette incongruence, on l'a vu, eh bien, elle s'est créée parce que on vous a dit non, non, ne ressens pas ce que tu ressens, c'est pas la vérité. Et d'ailleurs, vous avez senti que si vous exprimez quand même ce que vous ressentez, que vous êtes au contact de ce que vous ressentez, eh bien, il y a danger. Donc, c'est pour ça que c'est important dans un climat thérapeutique ou d'accompagnement, d'écoute, d'installer ce climat de sécurité pour permettre ce contact que vous avez mis de côté avec vos émotions parce que vous avez senti que c'était dangereux jusqu'à présent. Et que là, peut-être, dans cette relation, vous pouvez sentir que non, en fait, c'est OK de ressentir ce que je ressens. Et c'est même bon. Waouh, je ressens enfin ce qui est vraiment présent. Et là, vous vous sentez vraiment vivant. D'être dans cette posture d'écoutant, c'est aussi comprendre le monde de l'autre. Et ça, sans projection personnelle. Comprendre, rentrer dans le monde de l'autre et ne pas y projeter ses propres valeurs, ne pas y projeter ses propres conseils qui viendraient de votre propre cadre de référence. Et ça vous demande de lâcher le vôtre. Alors, j'aime bien cette image, on nous l'a montré souvent en formation, peut-être vous la connaissez. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Vous pouvez répondre par le chat ou en prenant la parole. De personnes face à face, de visages face à face. Ok. Quelqu'un voit autre chose? Patricia? Un vase. Un vase. Ouais. Ah, mais oui. Ah, c'est intéressant, Ah, oui. C'est ça qui se passe dans la relation thérapeutique. Une personne va vous parler de quelque chose, vous exposer sa situation et vous allez aussi lui apporter votre compréhension de la situation qui va pouvoir l'éclairer et ça va faire pareil. Ah, mais oui, c'est ça aussi. Quand quelqu'un, par exemple, vous dit eh bien, je déprime, je suis en dépression depuis 3 ans, je vis un épisode de déprime depuis 3 ans, je n'arrive pas à m'en sortir et ça me met tellement en colère. Voilà, vous voyez le vase. Et peut-être que vous pouvez refléter autre chose qui est de dire, ouais, et j'entends que vous avez vraiment envie de sortir de cette dépression et de pouvoir enfin vivre votre vie. Vous voyez? C'est la même chose, mais c'est 2 faces de la même pièce. Voilà. Et c'est en ça que c'est important, quand on est écoutant, d'avoir une grande transparence en soi pour pouvoir justement ouvrir votre champ de vision, pour pouvoir refléter au maximum le monde de l'autre, sans enfermer son monde à travers vos propres filtres. Les qualités de l'écoutant, c'est ça, c'est la conscience de ses émotions, prendre contact avec son monde intérieur, c'est aussi maîtriser ses actes, ses paroles par rapport à l'intelligence émotionnelle qu'on a vue tout à l'heure. C'est aussi sortir de sa zone de confort. En tout cas, dans l'approche centrée sur la personne, c'est ça, c'est se montrer comme étant une personne, comme la personne qui vient vous voir, et vous n'avez pas de pouvoir de lui dire ce qui est bon pour elle. Il n'y a que la personne qui sait ce qui est bon pour elle. Et ça se demande de sortir un petit peu de cette posture de spécialiste. Voilà. Non, vous pouvez faciliter l'émergence de la réponse que la personne semble bonne pour elle, mais vous ne pouvez pas lui dire ce qui est bon pour elle. Ça, on nous l'a fait toute notre enfance, toute notre éducation, on nous a dit ce qui était bon pour nous. C'est bon, c'est bon.
Voilà, donc rencontrer ses émotions, ça demande ça aussi, hein, de rencontrer ses émotions, ça va avec la conscience des émotions. Et puis d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter d'être touché, d'accepter de le partager, d'accepter de se tromper, c'est OK. Et c'est ça, en réhumanisant un petit peu la relation d'aide ou la relation, voilà, qui va permettre à l'autre de se dire « Waouh, ben, enfin, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un de spécial, j'ai juste besoin là d'être moi-même et ça me fait du bien ». Donc, vous voyez, ce qu'il faut finalement, eh bien, c'est ça, c'est quand on est écoutant, il faut développer la connaissance de soi, il faut développer cet ancrage qui va vous permettre justement de sortir de cette zone de confort, d'aller rencontrer les émotions qui ne sont pas faciles et d'accepter votre vulnérabilité, d'y aller. Hein. Ça demande une sécurité intérieure et ça demande des espaces pour ça, de ressourcement. Si vous voulez, ça va, je ne suis pas trop mal dans le temps. On va faire un petit exercice pratique, mais avant ça, je vais vous lister voilà, 8 petites choses à votre service qui peuvent vous apprendre à vraiment développer cette harmonie, cette joie voilà, naturelle. Hein, déjà de sourire. Un sourire, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Ça vous fait du bien à vous déjà. Et en plus, ça fait du bien aux autres. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous pouvez comme ça produire la sérotonine, la dopamine, hein, toutes ces hormones du bonheur. Vous pouvez vous retirer au calme de temps en temps. Hein, et surtout, quand vous êtes dans une situation de tension, ben, bottez en touche et évitez de rentrer dans la réaction. Retirez-vous, prenez un peu de recul. Allez réfléchir à la situation au calme. L'autre chose, c'est de lâcher le mental pour revenir plutôt aux sensations corporelles, hein, passer de la tête au cœur et sentir que vous pouvez exister et rayonner dans cette énergie du cœur. Vous pouvez prendre soin de votre hygiène de vie, ça on l'a vu, aller dans la nature, hein, aller au vert comme je l'ai marqué, prendre soin de votre alimentation, manger des choses fraîches, il y a des choses à disposition pour vous, c'est trop important. Hein. Aujourd'hui, on connaît le lien entre le microbiote et le cerveau. Et donc, on sait qu'une bonne alimentation, eh ben, ça va vous donner une bonne humeur, tout simplement. Et voilà, méditer, se relaxer et la psychothérapie sont des outils que vous pouvez mettre en place. Et alors, le petit exercice que je voulais vous proposer, si vous êtes d'accord, ça va prendre 2 minutes, c'est de vous asseoir confortablement et de simplement fermer les yeux. Et puis laissez faire. Voyez s'il y a une respiration qui change. Et restez simplement au contact de la respiration. Sentez l'air entrer et sortir de vos narines. Et en même temps, vous n'êtes pas seulement fermé à la zone des narines. À l'inspire, vous respirez avec tout l'espace qu'il y a autour de vous et tout l'espace qu'il y a à l'intérieur de vous. Et à l'expire, c'est une détente qui s'opère. J'inspire et je sens tout l'espace autour de moi et à l'intérieur de moi. Et j'expire et je relâche, je libère toutes les tensions. Prenez encore quelques inspires, expires comme ça. Et il n'y a rien besoin de faire d'autre que ça. Et sentez simplement que vous êtes là, posée, vivante. Et vous laissez vivre tout ça. Vous laissez vivre le corps. Vous laissez vivre toutes les cellules du corps qui travaillent, qui s'agitent. Vous laissez les sons autour de vous prendre place. Vous laissez la respiration aller à son rythme. Laissez tout, laissez tout. Et juste observez, soyez avec.
Ok. Voilà. C'était une petite parenthèse, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un peu ralentir aussi. Ça va, je vois des gens qui baillent. Ça fait du bien, hein. C'est ça, ralentir, revenir un petit peu à l'essentiel, au simple, au bon. En conclusion, et on va bientôt terminer, retenez que les émotions, elles sont vos boussoles intérieures. On l'a compris, elles vous mettent en relation avec votre environnement, avec les personnes. Elles sont là pour vous donner des signaux, pour que vous puissiez réajuster ce qu'il faut réajuster pour revenir à la joie. Donc, il n'y a pas à les juger, il n'y a pas à les condamner, bien au contraire. Je ne peux pas contrôler mes émotions, mais je peux favoriser l'émergence d'émotions positives pour soi et pour les autres. Et ça, on l'a vu à travers différents outils. De manière générale, laissez la quantité de côté et vraiment choisissez la qualité. Ralentissez. Si vous dites non, mais j'ai trop de choses à faire, eh ben, laissez tomber peut-être 30% des choses. Je suis sûre qu'il y a des choses qui ne sont pas si vitales que ça. Et je suis sûre aussi que parfois, quand vous avez du temps, vous ne l'utilisez pas à bon escient. Parce que bien souvent, vous ne vous autorisez pas à utiliser ce temps pour vous faire du bien. Vivre ces émotions, c'est d'abord les identifier et les accepter. L'émotion, ce n'est pas l'intelligence émotionnelle, hein, vous vous rappelez de ça aussi. L'écoute thérapeutique, elle requiert de la part de la personne qui écoute une connaissance de soi, une transparence et un ancrage. Et il existe plein d'outils à notre disposition pour développer cette connaissance de soi, cette tranquillité intérieure et l'écoute de soi et du coup des autres. Voilà. Et donc, je vous parle du programme Bien avec soi, qui est le fruit de ces 6 derniers mois de travail. Pour moi, c'est la première fois que je crée un programme d'accompagnement. Je vais vous dire pourquoi je l'ai créé, parce que je me suis rendu compte que dans les accompagnements que je fais, donc je fais que de l'accompagnement en visioconférence puisque je vis à l'étranger, et je me suis rendu compte que bien souvent, je passais une bonne partie de la séance à apporter des éléments, comme je viens de faire avec vous ce soir, un peu pédagogiques, c'est un peu ça, vous apporter un peu ma vision des choses. Et je me suis dit, ben mince, ce qui serait super en fait, ça serait d'extraire ça et de pouvoir du coup avoir tout l'espace de la session d'accompagnement pour pouvoir aller dans l'expérience de la personne et puis avec le bagage qu'elle peut récupérer, apprendre et intégrer de ces cours en ligne, entre guillemets, que j'ai externalisé. Donc, c'est un accompagnement de 3 mois, il y a 12 semaines, et chaque semaine, vous recevez un mail qui vous explique là où vous en êtes. J'ai dit crescendo parce que c'est vraiment sur 12 semaines, voilà, c'est étape par étape. Si vous allez à la session directe 10, vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est pas à pas. Vous ne pouvez pas sauter les étapes. J'ai vraiment construit l'accompagnement pour que vous puissiez y aller petit à petit, pour que ça vous parle de plus en plus, que vous puissiez vous ancrer dans l'expérience. Il y a chaque semaine, en plus de ce mail explicatif, un cours que vous recevez d'une vingtaine de minutes où je parle d'un thème en particulier. Et donc voilà, il y a différents thèmes. Je parle des émotions, je parle de l'écoute de soi, je parle de qu'est-ce que ça veut dire être bien avec soi, qu'est-ce que ça veut dire être vraiment soi-même. Je parle aussi du deuil, je parle du pardon, de l'hygiène de vie, de l'impact sur la santé mentale. Voilà, il y a 12 thèmes qui sont vus dans cet accompagnement, et chaque vidéo par semaine est accompagnée d'une méditation guidée en lien avec ce que vous voyez dans la vidéo. Et donc ça vous permet finalement d'appliquer ce que vous avez compris, de l'expérimenter, vraiment de l'intégrer à travers la méditation. Et ça, c'est des vidéos que vous avez tout le temps avec vous, donc vous pouvez les pratiquer, les méditations guidées, les écouter autant de fois que vous souhaitez. Donc, il y a 12 cours et 12 méditations guidées, une par semaine. Et puis, en plus de ça, il y a un suivi personnalisé, parce que l'idée, ce n'est pas de vous laisser tout seul, c'est justement que vous puissiez cheminer avec mon aide à travers ces 3 mois. Et voilà, je suis disponible pour vous 7 jours sur 7.
Alors, il y a 3 formules. Il y a juste l'accompagnement en ligne, où là, vous avez donc les 12 cours, les 12 méditations guidées. Vous avez aussi les 3 mois d'accompagnement par mail. Voilà, ça représente 7 heures de contenu. Et ça, il y a une garantie aussi. Donc, si vous n'êtes pas content au bout de 30 jours, moi, je vous rembourse la totalité. Donc ça, vous pouvez... alors, il y a une offre de lancement. Le programme, il est à 249 €. Et là, jusqu'au 15 juin, il est à 189 €. Donc voilà, c'est une promo pour vraiment pour fêter ce lancement avec vous. La deuxième formule, c'est si vous souhaitez l'accompagnement en ligne, plus des rendez-vous personnalisés où on passe 1 heure ensemble en visioconférence. Et là, vous prenez 6 rendez-vous et là, ça vous revient au lieu de 589 à 489 €. Ou alors, vous avez une autre formule qui est avec 12 rendez-vous. Et là, les 12 rendez-vous, vous pouvez les prendre sur 12 mois, sur 1 mois, tandis que les 6 rendez-vous, c'est sur les 3 mois. Et là, ça vous revient à 689 €. Et voilà, si vous ramenez ça à une consultation, en tout cas, moi, mes tarifs, c'est 60 € par heure, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une formule comme ça, parce que ça vous revient moins cher avec l'accompagnement en ligne en plus, quoi. Donc, c'est chouette. Et si vous prenez la formule avec des rendez-vous, que ce soit 6 rendez-vous ou 12 rendez-vous, vous avez en plus une mini-formation d'initiation à l'Ayurveda et puis aussi une séance de yoga guidée de 30 minutes pour vous permettre de pratiquer chez vous, voilà, le yoga. Donc voilà, vous avez compris les 3 formules en tout cas. Et puis après, vous avez une possibilité de payer en 3 fois, sans frais. Voilà. Donc ça revient pour l'accompagnement seul à 63 € par mois. Pour l'accompagnement avec 6 rendez-vous, ça fait 163 € par mois au lieu de 196. Et puis si vous prenez la formule avec 12 rendez-vous sur l'année, plus le programme en ligne, ça revient à 230 € au lieu de 296. Donc voilà, ça c'est des offres de tarifs qui sont jusqu'au 15 juin et après ça repassera aux tarifs qui sont barrés. Voilà, et si vous sentez que ça vous appelle, que vous avez envie de tenter l'aventure, mais que vous n'êtes pas bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, et puis on en discute en rendez-vous, on prend 10-15 minutes en visioconférence. Donc ça, vous avez juste besoin, pour prendre ce rendez-vous, d'aller sur mon site internet et vous voyez prendre rendez-vous, vous allez cliquer dessus et vous allez voir rendez-vous session ou rendez-vous découverte. Vous prenez rendez-vous découverte et voilà, tout simplement, vous choisissez le créneau qui vous convient et on échange ensemble sur peut-être les questions que vous avez ou voilà, pour vous assurer que c'est bien fait pour vous. Et voilà, je suis à votre service si vous avez envie d'aller plus loin, que ce soit à travers ce programme ou autre. Je suis présente sur les réseaux, Instagram majoritairement, Facebook, YouTube. Je poste des méditations guidées sur YouTube, vous pouvez aller voir. Elles sont très bien, Rachel. Ah, super, merci Betty. Et voilà, merci pour votre écoute. En tout cas, c'était intéressant et ce programme-là, a l'air vraiment bien. Hein. Ah, c'est chouette. Vous pouvez aller voir sur le site. Vous allez dans Programme Bien avec soi. Donc ça, c'est le titre du programme. Et là, il y a des témoignages aussi parce qu'il y a des personnes qui l'ont déjà suivi et qui ont accepté de faire un témoignage vidéo. Donc, vous pouvez les écouter aussi. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup Rachel. En tout cas, oui, mais un grand merci Rachel pour ta générosité. C'était super intéressant. Ouais, merci beaucoup Rachel. Des piqûres de rappel, ça fait du bien. Ouais. Oui, tout à fait. Super, mais moi j'ai passé un super moment avec vous. Et si vous avez des questions, voilà, maintenant ou plus tard, voilà, je suis joignable, donc n'hésitez pas. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez présente. Et voilà, on reste en contact. Merci, c'est toujours passionnant de t'écouter. Merci à vous. Merci beaucoup. Belle soirée, au revoir mesdames. Belle soirée. Au revoir.